Bonjour tout le monde! Bon après-midi et aujourd'hui, on se questionne sur c'est quoi ces projets de mégaville, en quoi ça va nous toucher, puis on va faire comme ça une visite guidée de ces méga projets qui ressemblent plus à de la science-fiction qu'à autre chose. Alors, bon après-midi tout le monde. Ben oui, j'ai décidé aujourd'hui j'avais tellement de sujets en tête. Je vais y aller calmement, un à la fois. On a juste 24 heures dans une journée. Je me couche beaucoup trop tard. Alors, on va y aller tranquillement aujourd'hui. Bienvenue à tout le monde qui se joigne à nous. Merci d'être là. Merci de partager. Merci de commenter, de me dire d'où vous venez, parce que tout ça, ça devient l'histoire de pas mal du monde, de pas mal d'entre nous. Bon, commençons. Les mégavilles, hein, c'est comme ça, donc ben l'air rassurant, une belle petite publicité autour de la petite ville, du petit quart d'heure que ça va prendre. Mais qui dit mégaville, peut sous-entendre facilement le méga contrôle. On va faire le parallèle aujourd'hui avec ces futures cités dans l'agenda 2030. On va voir aussi que c'est établi un peu comme ça partout. On va aller comparer nos projets du Québec, quand on sait qu'on se souvient tous des viaducs, des ponts, du tunnel. On a grandement des déficits partout, dans toutes les sphères du système de notre économie, de notre politique. Parce que ça se lance la balle depuis tellement longtemps, droite-gauche, rouge-bleu, rouge-bleu. C'est du tournage en rond avec toujours le même monde qui tire les ficelles. On va aller voir comment ces projets vont être complètement vus différemment et comment les grands déploiements internationaux, comme les Olympiques, par exemple, peuvent très bien servir de système pour venir mettre en place ces nouveaux projets. Fait que j'ai préparé un petit montage vidéo que je laisserai à la suite avec les commentaires, avec les descriptions. Bien sûr, vous pourrez aller enrichir vos recherches. Je vous fais découvrir aussi des petits coups de cœur de la semaine. Fait qu'on va partir ça maintenant avec le petit topo. Commençons par aller voir qu'est-ce qui se passe au bout du monde. Mais pas si loin que ça quand on y pense. On écoute. Hong Kong est aujourd'hui un des centres financiers et logistiques majeurs de l'économie mondiale. Ancienne colonie britannique, rétrocédée par le Royaume-Uni à la Chine en 1997, la ville se situe sur la côte sud de la Chine, à l'extrémité du delta de la rivière des Perles, qui comprend également les mégapoles de Shenzhen, Canton et Macao. Avec plus de 65 millions d'habitants, cette zone constitue la plus grande région urbaine du monde. Reconnue pour la qualité de ses entreprises, de ses infrastructures et son niveau de vie très élevé, Hong Kong abrite aujourd'hui 7 millions d'habitants sur un territoire réduit de seulement 1104 km². Mais peu de gens savent que cette densité de population exceptionnelle a atteint un record jamais égalé de 1,9 million d'habitants au kilomètre carré dans la citadelle de Kowloon, également appelée la Cité des Ténèbres par ses habitants. Je commencerai par le commencement, c'est-à-dire la destruction. Ils ont la possibilité de détruire n'importe quelle ville et de n'importe quelle façon pour reconstruire à quelque chose qui va être plus dans ce qu'ils veulent. Alors, on va regarder, c'est à Hong Kong. Donc, c'est une ville qui est après, on va écouter un petit peu historiquement comment ça s'est placé, puis on va aller voir tout de suite après sa destruction. La citadelle construite durant le Moyen-Âge pour abriter les soldats impériaux chinois devient au XIXe siècle un enjeu de la guerre de l'opium opposant la Chine au Royaume-Uni. En 1898, les deux pays signent un accord, faisant d'Hong Kong un territoire britannique, mais la citadelle demeure la seule partie de la ville que le gouvernement chinois refusera de céder. Après la Seconde Guerre mondiale, de nombreux réfugiés s'y installent, construisent des maisons, et la population y atteint 5000 personnes.
À partir de la prise de pouvoir de Mao en 1949, le gouvernement de Hong Kong décide de ne plus intervenir dans la cité de Kowloon car cet espace devient incontrôlable. Conséquence immédiate de cette décision politique, plus de taxes ni de contrôle de police et plus aucune gestion de l'eau, des déchets ou de la construction. Donc, une population laissée complètement à elle-même, qui ont dû, avec les moyens du bord, s'organiser, mais au moins, ils n'avaient pas le plein contrôle du gouvernement en place. Les triades chinoises prennent alors le contrôle du trafic de drogue et de la prostitution, et les loyers extrêmement faibles continuent d'attirer les familles pauvres de Hong Kong. Évidemment, là, il y a Le une nombre d'habitants séparation avec les gens riches, les gens pauvres. cesse d'augmenter Évidemment, ça pour se atteindre en voit- 1987 le chiffre ahurissant de 50 000 personnes réparties sur à peine 3 hectares, soit une surface équivalente à 4 terrains de Regardez ça. football, ce qui nous donne une densité de population astronomique de 1,9 million d'habitants au kilomètre carré. 1,9 million de kilomètres. Donc, c'est ce petit espace qui, dans l'Empire chinois, on dit non, on ne vous intégrera pas. Et là, c'est sûr qu'avec la population, la surpopulation, ça s'est peuplé de pauvreté, bien sûr, mais c'était le refuge. Et regardez ça, la population, comment qu'il peut y avoir absence complète de soleil pendant toute la journée. C'est des conditions de vie incroyables. Mais l'anarchie de la citadelle devint rapidement un problème d'image pour les autorités, car à côté de cela, la ville de Hong Kong commence à s'enrichir et se moderniser de plus en plus. L'image! En 1987, les autorités décident de démolir la cité et d'évacuer ses habitants. Un processus qui débutera en 1991 pour finir un an plus tard. Ça a pris 1 an. Pow! Ils étaient une minorité, ils étaient faibles, pas suffisamment armés, ils ne pouvaient pas se défendre. 1 an. Ils ont mis le feu là-dedans. Ils ont tout rasé. Puis ils ont mis où? Le gouvernement aura finalement dépensé près de 3 milliards de dollars hongkongais pour reloger et obtenir des compensations financières aux habitants et commerçants de Kowloon. Après la démolition du site en 1993, les autorités de la ville décident d'y construire un parc. On y retrouve d'ailleurs une maquette de Kowloon à l'image de ce qu'elle était juste avant qu'elle ne soit démolie. Impressionnant. Je sais pas ce que vous en dites. On va aller voir du commentaire. Oui, laissez-moi vos commentaires. Partagez aussi sur vos réseaux sociaux. C'est sûr que je touche souvent à des sujets qui sont extrêmement sensibles à la censure, mais ça prend cette vérité, ça prend cette dénonciation-là. Fait que tant qu'on va pouvoir, on va se partager les informations avec leurs propres armes. Vous pouvez aussi vous me retrouver, ainsi que Karine, les émissions Mix Radio sur YouTube. Ça va être aussi un autre endroit pour nous trouver. Twitter et Vika sont les endroits les plus sécuritaires. Fait que quand on pourra plus se retrouver ici, on se retrouvera ailleurs. Parce que la vérité, autrement, c'est un petit peu ça le but, c'est de pouvoir les dire, les comprendre, c'est les expliquer. Parce que c'est ce qui se passe politiquement un peu partout dans le monde. Oui, vous allez me dire, c'est la Chine, ils n'ont pas du tout les mêmes conditions, ils ont des communistes au pouvoir. Oui, on peut dire tout ça. Mais n'empêche qu'il n'y a pas personne qui en a dit un seul mot dans la communauté. On n'en a jamais entendu parler de cette destruction massive et cette dépopulation. C'est un tassage. Tasse-toi de là, t'es inutile, tu me sers plus. Puis en plus, t'es vraiment pas beau. Puis moi, je suis en train d'avoir des méga riches qui viennent visiter ma ville. Fait que pouf, tassez-vous. Certes, Kowloon City fut entièrement démolie, mais elle n'a jamais cessé de faire parler d'elle et inspire toujours autant des œuvres de fiction. Il y a eu beaucoup de films Aujourd'hui, qui ont le été tracé faits. du parc de la Citadelle est calqué sur celui de l'ancienne cité de Kowloon et témoigne encore aujourd'hui de l'existence de cette cité des ténèbres hors du temps. Incroyable. Perdue au milieu de nulle part, une immense cité flambant neuve se dégage de la jungle birmane. Naypyidaw, Oh, wow. Transition complètement étrange, mais vous allez suivre le lien. C'est
premièrement, j'ai pris ces vidéos sur la chaîne Looking For. Donc, c'est des super de beaux reportages, vraiment, et vous irez les écouter. Il y en a de toutes les sortes. J'ai sorti des petits extraits pour me servir dans mon explication, mais on détruit des villes complètes, alors qu'ailleurs, on est en Burganie, pardon, et on en construit des pop-up qui sortent comme ça dans le secret le plus total. Je trouvais ça étrange. On va regarder ça ensemble. Littéralement la demeure du roi, est 6 fois plus étendue que la ville de New York. Une ville en dehors du temps, où tout paraît démesuré, presque irréel, comme ces immenses autoroutes à 20 voies, qui s'étendent à Regardez perte ça. de vue, et où il n'y a absolument personne, ou presque. Qui est supposé d'aller vivre là? Qu'est-ce qu'ils ont prévu? On raconte d'ailleurs que ces immenses voies de circulation serviraient en réalité à faire atterrir des avions militaires en cas de guerre. Je comprends. Une véritable ville fantôme qui officiellement est estimée à 1 million d'habitants. Mais alors, où sont-ils? Des zombies. Même en cherchant avec la meilleure volonté du monde, la population de cette nouvelle capitale semble être difficile à trouver. Partout, les rues sont vides, les nombreux hôtels de luxe désertés. Une Hey, atmosphère c'est et un décor incroyable. dignes des meilleures fictions post-apocalyptiques. Les rares personnes que l'on puisse croiser se révèlent être les balayeurs et les jardiniers chargés de l'entretien, ou au mieux quelques rares touristes. Curiosité pour les locaux, expérience insolite pour les autres. Qui n'est d'ailleurs possible que depuis 2011. Avant, les visiteurs étrangers n'avaient pas accès à Naypyidaw. Incroyable. Du béton. En pleine jungle. Dans l'immensité de cette ville fantôme, on peut apercevoir le Parlement birman, bien gardé au sein d'un vaste complexe de 32 bâtiments décorés avec faste et protégés par des douves, telle une forteresse féodale avec seulement 3 ponts pour y accéder. Il prépare quoi, lui? Les autres rares attractions que l'on peut y trouver sont une réplique de la grande pagode Shwedagon de Rangoon, haute de 99 mètres, entièrement recouverte de feuilles d'or, où on peut croiser au meilleur des cas une dizaine de visiteurs. Un beau phallus, plein de 4 immenses pouvoirs. terrains de golf sont également de la partie, tout comme un grand jardin zoologique pouvant accueillir jusqu'à 100 000 visiteurs. Quant à la conception urbaine de cette étrange capitale, elle ne ressemble en rien à ce que l'on a l'habitude de voir. Il n'y a même pas de centre-ville ou de panneaux de signalisation routière, comme pour décourager les éventuels visiteurs qui voudraient s'y aventurer. Comprenez-vous quelque Cette immense chose? cité n'est finalement ni plus ni moins qu'un ensemble de zones divisées froidement en secteurs, tous affectés à une fonction. Secteur des ministères, Mhm. secteur des armées, ou encore cité dortoir pour les fonctionnaires. Le peuple. Vous ne Étrange et posséderez singulière, rien. l'histoire de Naypyidaw Mais vous commence serez le 6 heureux. novembre 2005 à 6h37. C'est la date et l'heure précise, choisie par les astrologues du général Tanchwe, à laquelle tous les fonctionnaires devaient quitter Rangoon. Donc lui, ce général-là, il s'est bâti un palais. C'est plus des monarchies qu'on a. C'est des malades mentaux, des psychopathes. Lui, c'est un général qui suit les étoiles puis qui dit il va te construire une ville là-bas. Il a déménagé sa population de force. Et tout va bien dans le monde. On continue d'écouter ces gens riches. C'est lui qui s'est fait construire le gros phallus en or. Voyez-vous ces petits problèmes psychologiques. Ça n'en dit long. Pour aller s'installer à 320 km au nord, dans cette nouvelle capitale, qui n'était alors même pas encore prête. Wow! Ils sont La allés de plupart ont force. d'ailleurs été prévenus la veille au soir, sans vraiment avoir le choix, puisque c'était soit Naypyidaw, soit la prison. Ou la mort. Concernant la construction de la ville, il est impossible de savoir quand les travaux ont débuté, car Incroyable. Naypyidaw a été construite dans le plus grand secret. On sait en revanche qu'elle aurait coûté près de 4 milliards de dollars, une somme considérable pour un pays qui dépense à peine 0,4% de son PIB pour la santé de ses citoyens. Je pense pas que ce soit le peuple qui a demandé ça, hein. C'est un peuple qui vit bien. C'est un peuple qui vit dans un endroit où tout est possible. La nature, l'abondance. Les terres, c'est magnifique. Il leur offre, en fait, il leur offre pas pantoute, il les impose.
vous posséderez rien. On va s'assurer que vous manquerez de tout. Vous posséderez rien, mais vous serez heureux dans nos belles petites maisons, dans nos belles petites villes. Soit l'un des taux les plus faibles au monde. Quoi qu'on en dise, les raisons de cette soudaine délocalisation demeurent toujours obscures. Officiellement, c'est la volonté stratégique de rendre plus accessible la capitale à la population en l'installant au centre du pays. Cette situation géographique la prémunirait également beaucoup mieux d'une éventuelle invasion, contrairement à Rangoon, accessible par voie maritime et donc beaucoup plus vulnérable aux attaques militaires. Une invasion. Donc le général se pense en danger. Officieusement, plusieurs raisons sont invoquées. Une crise mégalo du chef de la junte militaire Tan Shui, des prévisions et calculs de son astrologue qui lui aurait prédit sa chute s'il ne changeait pas de capitale, ou le souhait de s'extraire d'éventuels mouvements de contestation populaire, toujours possibles à Rangoon, comme ce qui s'est déroulé dernièrement avec le coup d'état militaire et les manifestations qui ont suivi en février 2021. Ah, c'est pour ça toute la sécurité, parce qu'il laisse sa population, il prend l'argent de sa population, puis il l'appauvrit. Puis là, la population se manifeste. Il a sûrement vendu son pays, puisque les seuls pays le Biélorusse, au temps de la crise, je parle, donc il a sûrement contracté des prêts. Il a tout fait ça pour imposer ça à sa population. Wow! C'est vraiment du grand science-fiction. On s'approche. En tout cas, nul ne le sait vraiment. Autrefois nommée Batavia par les colons néerlandais, la capitale de l'Indonésie fut rebaptisée Jakarta en 1945, année où le pays regagnait son indépendance. Pourquoi je vous fais faire le petit tour comme ça? Parce que justement, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui se trame ailleurs. Jakarta comme Dubaï, Jakarta comme le Dakar, ce sont des villes portuaires, ce sont des villes en plein désert qui vivent très bien de tous ces ports, de toute cette mer, et ce sont des petits villages à cause justement de projets tels les Olympiques ou les mondiales. Vous avez vu combien il y a eu de morts, de décès sur le dernier projet qui s'est fait un peu comme ça, au détriment d'une ville, comme on a vu dans la cité qui s'est faite complètement anéantir. Eux autres, ils se font des projets entre princes, entre monarques, entre gros débiles sautés du cerveau qui veut avoir le plus gros phallus que l'autre, du pouvoir. Ils vont détruire et ils sont en train de détruire les reportages de Looking For sont très intéressants. Ils nous les dépeint seulement les projets de ces méga-villes finalement, hein, pour en arriver à leur fin. Quoi de mieux qu'une petite démolition d'un quartier complet, une déportation d'une population, ou pourquoi pas faire une guerre entre deux pays qui se tirent dessus, puis qu'il y a un pays au centre, comme par exemple l'Ukraine ces temps-ci. Mais l'Ukraine n'en est qu'un seul exemple qui est plus près de nous parce qu'il est dans le temps. Mais ils font toujours ça. Le Vietnam était ça. La Syrie, maintenant l'Ukraine, ils se placent juste pour jouer la game, mais au milieu, il y a quoi? Il y a des villages, des villes complètement rasées, des populations exilées ou tuées, des civils qui sont sacrifiés pour faire quoi? Renaître une nouvelle ville après? Pourquoi pas? L'agenda 2030, c'est pour ces méga-cités, ces villes au quart de tour, à 15 minutes, tout est là. C'est votre vie. Ça prend un chaos. Ça prend l'anéantissement d'une économie et aussi politiquement. Faut qu'ils soient tous ensemble là-dessus. C'est pour ça qu'ils sont allés vérifier avec la crise sanitaire pour voir qui était dans le game, qui ne l'était pas. Puis go, ils ont lancé les pédales. Je continue avec Jakarta.
Jakarta, qui est une ville, on va aller voir son histoire à elle. Asie du Sud. Cet ancien port de commerce, rendu essentiel par les colons portugais, anglais et néerlandais, fait désormais partie Comme avec Dakar. Tokyo et Sao Paulo des 3 plus grandes aires urbaines du monde, avec une population estimée à plus de 35 millions d'habitants. Wow, une petite ville. Jakarta est également l'une des villes les plus denses de la planète, avec une densité de population qui y atteint près de 15 000 habitants au kilomètre carré. C'est durant les années 50 que le président Sukarno entreprit de grands travaux pour donner à Jakarta un aspect monumental. Suivez bien dans l'histoire, ça commence toujours en 40, 50. Il y a eu la guerre qui a permis tout ça. Les guerres ont toutes été prévues, planifiées et elles ont rapporté, chacune d'entre elles, puis celles qui sont en train de mettre en place, que nous ne voulons plus, nous ne voulons pas, elle va être leur porte, leur façon de pouvoir mettre fin à leur planification. Ça leur prend des possibilités. C'est venu des idées de ces malades mentaux des années 20 qui ont pensé à ces villes-là et des années 30, 40, 50. La structure géopolitique les a permises. On est en Asie du Sud, petite ville portuaire qui était, oui, ma foi, dans l'abondance, mais qui, avec cette quantité de béton, au niveau de l'écologie, c'est impossible d'y arriver à long terme. Ainsi, de nombreux projets ont été conçus, planifiés et initiés sous sa présidence, comme le Monument National, la mosquée Istiklal, le Parlement ou encore le stade Gelora Bung Karno. Ce type d'urbanisme n'est d'ailleurs pas sans rappeler celui des grandes capitales européennes, jonchées de monuments et de grandes artères mettant en valeur les paysages urbains. Bon, ça, c'était l'autre gang, la gang d'avant. Voyez-vous les monuments à leur image, les généraux, les monarques? Bon, ben là, on est phase 2, les autres monarchies. On va aller voir, c'est ça, Asie du Sud, les aussi, tout ce qui est saoudien, égyptien. On va voir la différence entre leur gouvernement, vous avez vu comment ils procèdent, bing bang, c'est fini, et nos gouvernements. Pas mal plus lent, pas mal plus incompétent, mais un petit train va loin, faut les surveiller. Jakarta devenait alors la capitale d'une nation dynamique et puissante. C'est sous la présidence de Suharto que Jakarta prend la forme que l'on connaît de nos jours. Entre 1966 et aujourd'hui, la ville renforce son influence politique et économique en raison de sa forte urbanisation et de son attractivité économique et migratoire grandissante. Des immeubles de grande hauteur commencent à voir le jour, notamment dans les centres commerciaux et financiers, faisant du Grand Jakarta la mégapole la plus vaste et la plus densément peuplée d'Asie du Sud-Est. Malheureusement, cette évolution galopante et incontrôlée entraîne la ville de Jakarta vers un déclin étroitement lié à sa situation géographique. Ils sont là les problèmes. En effet, les dernières études montrent qu'un tiers de la mégapole sera complètement submergé par les eaux d'ici 2050. Bien sûr, physiquement, il y a des ingénieurs, il y a des gens, des environnementalistes, mêlés, ces fameux peurs du changement climatique. Ces populations qui seront inondées, ça n'a rien à voir avec le changement climatique. Viens pas me dire que mon gros consommeur de charbon, mon gros pollueur d'Asie du Sud, tu es en train de me dire que tu as peur des changements climatiques que tu as toi-même créés en créant ton méga-ville. Comment voulez-vous que l'eau circule dans ces espaces où il n'y a que du béton? C'est la même chose dans chacune des villes. On joue avec l'eau. On joue avec des puissances de la nature qui sont beaucoup plus fortes que nous et on devrait simplement respecter ces forces de la nature. Puis les grosses villes, ça serait peut-être avoir été pensé autrement. On aurait eu des chances. Bien sûr qu'on a de la place pour tous se loger, mais eux, ça fait leur affaire de nous faire croire qu'on a des sérieux problèmes là-dessus via l'écologie, l'environnement, etc. Ben, voyons donc.
sont ben trop au courant qu'ils sont responsables par leurs mauvaises décisions d'infrastructures du passé, leurs grosses villes qui ont poussé à peu près n'importe où. Tu vas mettre sur une île comme Montréal, New York, Londres, des immenses gratte-ciels, puis tu penses qu'il va rien se passer avec le temps. Ben, t'es vraiment dans le champ, puis t'as rien compris. Puis eux, ces populations-là, se font royalement ramasser à cause de ces riches qui le font pareil, hein? Outre le fait que le Toujours niveau du des océans béton. s'élève chaque année à cause de la fonte des glaces, le sol de Jakarta s'affaisse en moyenne de 10 à 25 cm par an depuis 2008, et près de la moitié de la ville se situe déjà sous le niveau de la mer. Tu sais, même Looking for, le narrateur, il dit à cause des changements climatiques. Mais écoutez-le dans 30 secondes, qu'est-ce qu'il va dire? Cet affaissement soudain est directement lié au développement urbain frénétique Voilà. que connaît la ville. De plus, ces dernières années, Sont les besoins en eau ont obligés de le considérablement dire. augmenté en parallèle de la construction de nombreux Les mots politically correct sur ces plateformes qu'il va nous falloir quitter très bientôt. Mais tous ces mots politically correct qu'il faut qu'ils disent pour avoir des vues, le changement climatique ferait que cette ville s'effondre. Pah! Dans la seconde qui suit, il nous explique que c'est les infrastructures, bien sûr, des décisions d'hommes sales, politiques, corrompus, comme ici au Québec. gratte-ciel qui contribuent à alourdir les charges qui pèsent sur le sol. Le pompage massif des eaux de la nappe phréatique, ajouté à l'imperméabilité des sols bétonnés à 97%, qui ne permettent plus l'infiltration des eaux de pluie, ont conduit inexorablement à son assèchement et à l'affaissement des sols qui en résultent. Pour éviter que 4 à 5 millions de personnes se retrouvent sous les eaux d'ici 2050, le président indonésien a Checkez sa décision débile. donc annoncé en 2019 une décision spectaculaire. Jakarta déménagera dans une nouvelle capitale qui sera construite ex nihilo à 1500 km de là, à l'est de l'île de Bornéo. Méchant plan de débile mental. On sait très bien où ce que ça va mener. Sa gang de riches va le suivre, puis les pauvres inondés, ben ils resteront inondés. Même si cela paraît difficilement réalisable, la nouvelle capitale doit accueillir ses premiers habitants dès 2024. Pour ce faire, un budget colossal de 32 milliards de dollars est alloué au projet, qui doit normalement s'étaler jusqu'en 2040. Il prend où, lui, son cash? La même place que Trudeau la prend? C'est fantastique. Contrairement à l'image du Jakarta monumental et puissant des années 50, le président actuel cherche à inscrire la ville nouvelle dans un processus de développement durable basé sur l'utilisation d'énergie propre. Ouh, les beaux mots! La future capitale sera aussi dotée d'une immense canopée artificielle, recouverte de panneaux photovoltaïques, d'infrastructures de transport sur plusieurs niveaux, alliant transport en commun, transport individuel et voies piétonnes, ou encore des parcs et places publiques servant à aérer les espaces entre les gratte-ciel et les autres bâtiments. Finalement, les autorités indonésiennes espèrent que la moitié de la population de Jakarta aura migré vers la nouvelle capitale d'ici 2040. Parmi les projets dévoilés, on remarquera celui du futur palais présidentiel, prenant la forme d'un immense Garuda, l'aigle mythologique hindou, emblème de la nation. Regardez un autre signe de puissant mâle. Ils ont tous des problèmes, d'après moi, pas dans leur estime, ces gars-là. Ça, là, c'est le Parlement, là. T'sais, on avait des rois, des reines qui se faisaient des gros châteaux, plus qui étaient vides de l'intérieur, plus que ça le prenait des gros châteaux de l'extérieur, vrai ou pas vrai. Mais regardez ce président, comment qu'il peut être vide ou impuissant, je sais pas trop, là. Mais c'est son Parlement. Wow! Finalement, les images décrivent la nouvelle capitale comme une ville au style architectural écofuturiste, Magnifique. très en vogue ces dernières années. J'en veux, j'en veux! Pourtant, cette dernière ne fait pas l'unanimité, que ce soit à cause de son coût exorbitant, de son architecture ou du fait que sa construction implique la déforestation partielle d'une zone de 60 000 hectares de forêt, presque vierge et préservée. Oh non! Là où il y avait de la vie. Oh non! Ils prennent une population, ils la mettent avec leurs infrastructures à perte. Une ville économique qui allait bien, qui prospérait, qui vivait bien de toute l'espèce d'abondance de la nature autour d'elle.
Ils les ont détruits, ils ont rajouté du béton, ils ont mis la ville impossible à y vivre. Ils la déménagent en détruisant des kilomètres de forêt incroyablement luxuriante, abondante, avec tout ce qui peut y vivre à l'intérieur. Ça vous étonne-tu vraiment? De plus, l'île de Bornéo est connue pour ses orang-outans en voie d'extinction, et le site de réhabilitation des animaux à la vie sauvage se trouve non loin du lieu d'implantation de la future capitale. Enfin, la région est déjà menacée par la déforestation et des inondations depuis plusieurs années. La construction de routes, tant autour de la nouvelle métropole que pour la production et l'acheminement de toutes les matières premières nécessaires à sa construction, pourrait donc encore aggraver la situation. Ben oui, Affaire à suivre. évidemment. Ah. Oh, je vais prendre une pause là, parce que j'en ai mal au cœur. J'en ai mal au cœur. Puis après ça, t'as les autres, les beaux lobbyistes du climat truc, là, qui disent que c'est à nous de faire des efforts. Allô? Allô? Fait que quand un journaliste vous parlera de climat, là. OK, on était au Caire, on était dans ces villes, la capitale égyptienne. Donc, on a vu l'Asie du Sud, la Biryani, Hong Kong, on a vu tout ça, là. Vous voyez la carte du monde, là. Bon, c'est loin, hein? C'est loin, c'est loin. Vous avez bien raison. C'est loin. On va continuer parce que je pense qu'on ne se sent pas encore assez concerné. Avec plus de 24 millions d'habitants, le Caire est à ce jour l'une des 10 villes les plus peuplées et les plus denses de la planète. L'Égypte. Réputée pour ses bouchons interminables, la capitale égyptienne est profondément saturée et connaît une augmentation régulière de sa population tout à fait sidérante de 2 millions de nouveaux arrivants chaque année. À ce rythme ahurissant, 2 millions de nouveaux arrivants chaque année? My God! Trudeau va essayer de battre ça, je pense. Hey! la ville pourrait presque doubler sa population d'ici 2040 Ah non, c'est vrai, c'est peut-être pas des illégaux, eux autres. pour atteindre près de 40 millions d'habitants, soit presque autant que la population du Grand Tokyo, la plus grande mégapole Mais on est dans le désert, là, on est en Égypte. OK, c'est bon, j'étais pas sûre, là. Je suivais plus. actuelle de la planète. Pour répondre à cette croissance infernale, désengorger la capitale et soulager les infrastructures qui peinent à suivre la cadence, le gouvernement égyptien a décidé en mars 2015, sous l'impulsion du président Al-Sisi, de donner vie à un projet vieux de 50 ans, sans cesse repoussé, celui de créer ex nihilo, en plein désert, une immense ville nouvelle qui doit devenir officiellement la future capitale du pays. OK, même histoire, une ville proche d'un cours d'eau, c'est naturellement naturel. L'homme s'y est installé pour bien y vivre. Mais là, encore une fois, l'Égypte, un autre dirigeant, un autre qui manque d'estime de lui, ou qui a un autre qui va installer une capitale en plein milieu du désert. Puis là, on le voit, là, il n'y a plus grand cours d'eau rendu là, là. Imaginez-vous y déplacer une capitale avec des millions d'habitants. Il s'agirait de grandir. Et oui, il s'agirait de grandir. Tu parles d'une La nouvelle idée? capitale administrative, comme on l'appelle pour le moment, est en Aïe, construction aïe. depuis 2016, à 45 km à l'est du Caire. Une cité satellite de plus qui viendra ceinturer la ville, comme une vingtaine d'autres villes nouvelles qui ont émergé autour de la capitale depuis la fin des années 70, mais cette fois-ci dans de toute autre proportion. Budgétisée à 58 milliards de dollars, soit presque la moitié du montant de la dette nationale, cette gigantesque opération immobilière est presque entièrement financée par des investisseurs étrangers, principalement émiratis, saoudiens et chinois. OK. Donc, ça leur appartiendra même pas de toute façon. Mais comment qu'ils peuvent construire tout ça? Wow! Ce projet pharaonique, reconnu comme le plus gros chantier d'Afrique, éclipse littéralement celui du nouveau canal de Suez, Canal de Suez, c'en est un autre qui a été possible. Imaginez-vous le travail, creuser du sable pour tasser du sable en plein désert pour pouvoir mettre tellement d'eau que ces immenses monstres bateaux peuvent y communiquer pour plus de consommation, pour plus de gogos que vous vous achetez. Ils font des prouesses pour laisser passer en plein milieu du désert, rajouter toute cette eau-là.
troué. Vous irez voir les reportages sur le canal de Suez. Je me suis tapé ça cette semaine, un trip. J'ai dit, ah, ça, j'ai entendu parler de ça, puis écoutez, c'est fou. Mais c'est ça, ce projet-là va battre, évidemment, côté le monde que ça prend, puis l'argent. Mais on est dans des pays avec des monarchies absolues qui sont là depuis tellement longtemps. Fait que quand ils mettent en branle des projets, c'est du long terme. C'est pas comme ici, là. C'est des monarchies absolues, des dictatures socialisantes arabes. Hein? Donc, ces pays-là, ils ont, au moins, comparé à nous, entre guillemets, ils ont des esclaves. Il y a tellement de monde qui sont décédés dans le projet du canal de Suez, et le premier qui engageait des esclaves, des gens qui n'avaient rien pour se nourrir en Inde, en Chine. Ils sont partis de tous les coins du monde. Il y a eu tellement de monde, comme à Dakar, tellement de monde mort parce qu'ils les font travailler comme des machines, sans protection. Vous irez voir Dakar aussi pour les derniers Jeux, combien qu'il y a eu de morts sur ce chantier-là. Ça poupe comme ça. Ils travaillent des heures et des heures jusqu'à épuisement. Puis c'est pas grave, ils ont du stock. C'est de l'esclavagisme pur et simple parce que sinon, ils n'y arriveraient pas à créer tous ces projets-là. Inauguré en 2015 pour un montant de 8 milliards de dollars. Entre autres constructions pharaoniques, on recense par exemple le nouveau palais du gouvernement ou celui du Parlement qui sera 3 fois plus grand. Encore des gouvernements, des parlements. C'est plus des châteaux. C'est l'endroit où ils se réunissent entre eux. Hein? Que l'actuel, avec en son sein un immense hémicycle qui pourra accueillir jusqu'à 1000 députés. Ils s'en foutent du peuple. Ils vont pouvoir accueillir tous les plus riches du monde. Ils vont pouvoir se faire entre eux des rencontres puis décider qui va s'enrichir plus que l'autre. Puis cette fois-ci, c'est toi, puis la prochaine fois, c'est moi. Ils sont ensemble depuis tellement longtemps. 1200 lieux de culte sont aussi prévus dont la plus grande église du Moyen-Orient, la cathédrale de la Nativité du Christ, ou encore la mosquée Al-Fatah Al-Alim, désormais la plus grande d'Égypte, inaugurée toutes les deux en 2019. Afin de relier la nouvelle capitale et éviter de nouveaux engorgements, les urbanistes ont planifié un vaste réseau de transport, dont une autoroute à 12 voies, 2 nouvelles lignes de métro et même un nouvel aéroport. Quant à l'eau potable, elle sera pompée directement dans le Nil, la source la plus proche à disposition, et sera acheminée via un aqueduc souterrain de 40 km de long. Donc les villes de riches, vous les avez toutes vues, les villes de riches vont se pomper à même le Nil. Pour toutes ces immenses villes construites dans le désert, ils vont violer de façon épouvantable la nature, les ruisseaux, le Nil, la principale eau pour toute cette partie du continent africain. La ville nouvelle comprendra également un vaste parc résidentiel, des hôtels de luxe, d'immenses parcs et espaces verts, ainsi qu'un grand quartier d'affaires jonché d'une vingtaine de gratte-ciel modernes et surplombé par l'Iconic Tower du haut de ses 385 mètres. Wow! En Égypte. Un gratte-ciel qui devrait être inauguré début 2022 et qui a récemment décroché le titre de la plus haute tour de tout le continent africain. Avec une telle hauteur, elle symbolise parfaitement les désirs de grandeur et l'ambition du pouvoir de marquer l'histoire du pays. Un autre phallus! Elle incarne également, à l'international, cette nouvelle image d'une Égypte moderne et florissante. Le gouvernement égyptien a par ailleurs investi 3 milliards de dollars pour déménager ses 36 ministères et près de 50 000 fonctionnaires d'ici la fin de l'année. Wow! Grande comme... Alors, tous ces gens-là, c'est les pauvres de l'ancienne capitale, sur le même modèle que celui que je viens de vous montrer, vont-ils être déménagés dans cette ville de riches, dans ces endroits luxurieux,
où la luxure permettra de violer la nature à un plus haut point. Ils se pensent pour des dieux qui peuvent créer tout ce qu'ils veulent parce qu'ils ont l'argent. Mais la nature reste la nature. Puis leur béton va sûrement causer des dommages hallucinants. Fait que s'ils se créent des phallus, des tours, ma tour est plus grande que la tienne. Looking for, pour le nommer encore, ma petite découverte de la semaine, fait le tour des gratte-ciel. Il y a tout le temps un malade mental, malade du pouvoir, qui veut sa tour plus grande que l'autre. Pour le moment, c'est Dubaï qui gagne. Mais attendez, ça s'en vient. À 1 kilomètre, Dubaï, quand même. C'est impressionnant. Ils sont tous là à se faire la compétition du plus grand phallus. Ah, ces hommes, ce pouvoir, cet ego. C'est triste. Cette fois Paris intramuros, ce qu'on surnomme déjà le nouveau Dubaï, s'étendra sur près de 700 km² et se destine à accueillir d'ici les 20 prochaines années 6 millions d'habitants répartis dans 1 million de nouveaux logements. Mais dans les faits, peu d'habitants du Caire auront les moyens de venir y vivre. Voilà. Seules les classes moyennes et les plus aisées pourront accéder à ces nouveaux logements, car il faudra débourser en moyenne la somme de 100 000 $ pour acquérir un appartement dans la nouvelle capitale. Une somme considérable pour un pays qui compte près de 30% de sa population sous le seuil de pauvreté, remettant en cause le but premier du projet, celui de résoudre la surpopulation et l'engorgement de l'actuelle capitale, car l'immense majorité des Égyptiens n'auront absolument pas les moyens de s'y installer. La grande majorité n'auront pas les moyens. Donc, si on te met une belle guerre, une belle crise économique, que tu perds tout, puis qu'on te donne la chance d'aller comme esclave dans ces grandes villes-là, tu vas y aller. La vision d'aménagement du projet s'est portée sur une réalisation proche de ce qu'on peut faire par exemple à Dubaï, avec une ville densifiée en son centre, laissant la place à d'immenses espaces verts, avec un quartier d'affaires constituant par sa skyline un signal visuel fort et impactant. Toujours le phallus. Mais cet Ils sont obsédés, je pense. urbanisme et cette architecture moderne est fortement décriée. On reproche notamment son manque d'authenticité culturelle, qui est pourtant très riche en Égypte, trop calqué sur le style international des grandes villes modernes standardisées. C'est si beau, l'Égypte. Mon amie qui vient de cette région-là, elle me le décrit avec tellement d'amour, comment les villes sont belles, sont abondantes, comment c'est propre et responsable et respectueux. J'imagine qu'ils doivent se retourner dans leur tombe, ceux qui ont créé ces beaux endroits où il faisait bon vivre. Hein? La population émigre pas pour rien. La population fuit la plupart de ces fous qui se retrouvent en Asie du Sud, en Burganie. Si tu ne fais pas ce qu'ils veulent, ils te tuent. Ils t'amènent à l'esclavage. Donc, ils se sauvent pour ceux qui réussissent à se sauver. C'est inacceptable, c'est invivable. Et tu peux même pas y vivre de toute façon. Enfin, les détracteurs les plus pessimistes craignent une future bulle immobilière liée à un retrait éventuel des investisseurs étrangers, et d'autres pointent le fait que cette nouvelle capitale ne serait qu'une ville faite pour les riches, excluant les populations modestes du Caire, créant ainsi une sorte de clivage entre ville nouvelle riche et ville ancienne pauvre. Le voyez-vous? Si ces projections se vérifient, cela pourrait mettre en péril les intentions premières de cette nouvelle capitale, qui sont de désengorger le Caire et de soulager sa croissance démographique. En conclusion, la réussite de ce projet laisse quand même perplexe bon nombre d'urbanistes, au regard des nombreuses villes nouvelles qui n'ont jamais été terminées autour du Caire, et où le taux de logements inoccupés grimpe parfois jusqu'à 75%, et où les systèmes de transport en commun sont inexistants. Regardez, le gaspillage, l'opulence. Partout dans le pays, des milliers de chantiers sont à l'arrêt depuis plusieurs mois. Mais justement, ces grandes villes, est-ce qu'elles vont être finies? Est-ce que c'est juste du gros gaspillage? Ils ont eu des prêts des grandes banques, là, puis ils ont décidé, est-ce qu'ils se sont arrangés entre eux? Est-ce qu'ils vont les finir? Parce que justement, les milliers de logements au Caire qu'on a vus qui avaient été construits sont tous vides. La population ne peut pas aller les habiter. On va se diriger maintenant en Chine. Il y a une crise économique épouvantable en Chine
à cause justement de cette crise économique, de cette crise immobilière. Les autres aussi, ils ont fait les débiles. Ils ont dit: «Waouh, waouh, waouh, on est beaucoup de monde, on est beaucoup de gens, on est un peuple supérieur». Et eux autres aussi, il y a encore une monarchie de longue durée, une monarchie absolue avec, des dictateurs, socialistes, qui ont besoin de phallus, hein. Lui, il y a des phallus partout lui aussi. C'est incroyable. Moi. Pire Voilà. encore, des parcs d'immeubles entiers sont tout simplement dynamités et anéantis. Fire. Du flambant neuf, du jamais habité. Acte de sabotage massif? Même pas, puisque si les bâtiments sont détruits, c'est sur ordre du gouvernement du pays le plus peuplé du monde. Alors, pourquoi la Chine ne parvient-elle pas à finir ses chantiers et abat même de nombreuses nouvelles constructions? Hey, ça va pas bien? Pour bien comprendre ce phénomène, il faut faire un rapide retour en arrière. Depuis plus de 30 ans, la Chine réalise un développement économique exceptionnel. On le sait. Longtemps surnommée l'usine du monde, la Chine est devenue un maillon essentiel de la mondialisation. Il y avait déjà Le des pays possède esclaves. ainsi aujourd'hui le deuxième PIB le plus important du monde, derrière les États-Unis, et les forêts de gratte-ciel qui ont poussé par milliers dans tout le pays ces 20 dernières années peuvent en témoigner. Une croissance économique fulgurante qui a eu des conséquences sur les modes de vie des quelques 1,4 milliard d'habitants que compte le pays. Elle a notamment poussé des millions d'entre eux vers les villes pour trouver du travail. Un exode rural qui se traduit par des chiffres vertigineux. Sur la seule année 2017, la Chine a recensé pas moins de 20 millions de nouveaux citadins, selon les chiffres officiels de l'agence Chine Nouvelle. Rendez-vous compte, cela représente près de 10 fois la population de Paris intramuros. Pour répondre à cet exode massif, la Chine a construit. Beaucoup construit. Principalement d'immenses cités dortoirs en périphérie des grandes villes. C'est alors que le secteur de la construction prend de plus en plus de poids dans l'économie chinoise. Aujourd'hui, l'immobilier en Chine représente 15% de son PIB. Et ce chiffre grimpe même jusqu'à 25% si l'on considère les industries gravitant autour du secteur. Imaginez 25% de ton économie qui s'effondre. Ça fait mal. Alors, jusqu'ici tout va bien? Eh bien, pas vraiment. Car la plupart des promoteurs chinois ont parié pendant des années sur la hausse continue des prix de l'immobilier, multipliant ainsi les projets à risque, en spéculant notamment sur le fait que la demande de logement serait telle qu'il serait facile de vendre ces nouvelles habitations. Encore, ça a pris des Olympiques pour instaurer ce programme complètement fou, complètement débile et qui va avoir coûté tellement cher. Mais sans véritable garantie. Sauf qu'avec la crise du Covid et la politique sanitaire inflexible du gouvernement chinois, c'est finalement le contraire qui se produit. Pour tenter de stopper toute propagation virale, le gouvernement communiste met sous cloche pendant de très longs mois des villes d'importance mondiale comme Shanghai ou Pékin, ce qui ralentit considérablement l'économie du pays. Voulu. Les potentiels acheteurs chinois se font alors de plus en plus rares. Autre facteur de crise, il y a un an, une série de mesures ont été votées pour serrer la vis dans ce secteur au fonctionnement nébuleux. Au lieu d'assainir... Il s'est passé une arnaque immobilière en Chine, on n'en a pas entendu parler. Évidemment que le virus chinois était bien plus important, mais il s'est passé des arnaques et c'est pour ça que le pays s'effondre présentement économiquement à cause qu'ils ont trop été dépensés dans cet immobilier qui ne sera jamais habité et détruit. C'est grave. le milieu, les lois visant à réguler les prêts bancaires pour les promoteurs surendettés vont pousser les plus grandes entreprises déjà surendettées au bord de la faillite. Incapables de payer leurs dettes, les grands groupes de l'immobilier ont dû mettre à l'arrêt des milliers de chantiers depuis l'année dernière. À titre d'exemple, le géant du secteur, Evergrande, a contracté à lui seul une dette astronomique de 280 milliards de... C'est un privé, là. C'est un investisseur immobilier privé. Ça vous donne l'idée. La Chine, ici, à Montréal, ils construisent des grands édifices exactement comme ceux-ci et sont habités, en fait, possédés à plus de 90%, 80-90% des immeubles ici à Montréal qui sont possédés par des Chinois, des investisseurs chinois. Ils l'ont pas fait juste dans leur pays, sont allés se mettre le nez partout
Ben, surtout ici, avec un copain comme Justin, quoi de mieux que faire des affaires quand on est croche, corrompu, puis qu'on peut acheter le petit pet à l'autre bout. Alors, évidemment que le Canada est extrêmement touché par cette politique douteuse, frauduleuse de l'immobilier qui s'est initiée ici. On pense juste aux dépanneurs, hein? On a une réponse très franche. Donc, posséder, acheter le mobilier, ils ont fait ça à la grandeur de la planète. Mais c'est tellement plus facile quand on a notre copain Justin avec ses amis chinois, avec toute l'ingérence. Il leur permet de faire tout, hein? Comme ça, ils se sentent mieux chez eux. C'est gentil, Justin, d'y penser. Laisse-les donc décider. Regarde ce que ça fait. $. Une somme équivalente au PIB d'un pays comme la Finlande en 2020, selon les données de la Banque mondiale. Hey, la dette du gars représente le PIB d'un pays au complet. C'est solidement malade, là. On n'est pas ici avec nos petits problèmes. Un colosse du bâtiment aux fondations de plus en plus instables et qui continue d'inquiéter à l'heure actuelle les marchés financiers du monde entier. J'imagine. Un coup d'arrêt brutal qui se fait aux grandes dames des futurs propriétaires, ayant déjà acheté sur plan leurs futurs appartements. De la vente avant, ces gens-là n'ont jamais été ni remboursés, ni avoir accès à leur appartement. Puis pourtant, en Chine, ramasser une pièce, c'est dur en tabarouette. Fait rare en Chine, des manifestations ont éclaté un peu partout dans le pays ces derniers mois, et les propriétaires demandent maintenant aux grandes entreprises de rembourser. Certains ont même arrêté de payer leurs prêts pour manifester leur mécontentement. Résultat, depuis plus d'1 an, Il faut le faire manifester en Chine, il faut que le sujet soit grave et important. Vous avez compris que cette population qui est muselée depuis tellement longtemps, qui a daigné s'exprimer et s'opposer et manifester et dénoncer tout ce qui leur arrive, c'est beaucoup de monde. le chiffre d'affaires du secteur de l'immobilier est en chute libre dans l'empire du milieu, aggravant chaque jour un peu plus la crise immobilière qui sévit dans le pays. Incroyable. En effet, pour certaines entreprises, le seul coût d'entretien des immeubles vides encore en chantier sont insoutenables, et la destruction de l'ensemble est devenue la seule option possible. Cela a notamment été le cas dans certains quartiers de Zhengzhou, une mégapole de 10 millions d'habitants, située à 700 km au sud de Pékin. Mais il y a plus. Pour d'autres complexes immobiliers, ces démolitions sont directement demandées par le gouvernement chinois. À l'arrêt depuis de nombreuses années, ces ensembles sont jugés trop vétustes avant même la fin de leur construction. Ils sont alors dynamités pour laisser la place à de nouvelles bâtisses, comme à Kunming, au sud du pays. Enfin, d'autres immeubles sont abattus pour que le marché immobilier chinois ne s'effondre pas davantage. Aujourd'hui, l'offre de logements est bien plus importante que la demande, alors, pour que les cours des prix ne s'effondrent pas totalement, la Chine doit donc réduire son parc immobilier, encore inoccupé. Difficile d'estimer le nombre de bâtisses tombées ou devant être démolies, l'information étant soigneusement gardée secrète par les autorités chinoises. Ben oui. Tu m'étonnes. Dans tous les cas, la tâche s'annonce colossale, puisque dans tout le pays, on estime qu'il y a plus de 40 millions de logements vides. La frénésie de construction avant la crise était telle que certaines villes sont sorties de terre en quelques années seulement, sans que personne ou presque ne vienne y habiter. Le cas le plus célèbre est celui d'Ordos, une métropole qui peut accueillir plus d'1 million d'habitants, mais qui ressemble davantage aujourd'hui à une véritable ville fantôme. Un lieu désert qui paraît presque irréel, avec de gigantesques infrastructures, comme ce stade, qui a coûté aussi cher que le stade olympique de Pékin, et qui ne profite malheureusement à personne. Ville attractive par excellence, Dubaï est aujourd'hui... On est rendu dans Dubaï, qui lui aussi, portuaire, encore une fois, petite ville, là, avec la compétition du phallus. C'est très intéressant le lien qu'ils ont avec... en train d'être victime de son succès. Ouais, Dubaï. D'ici les 20 prochaines années, sa population devrait quasiment doubler, avec un afflux de plus de 2,5 millions de résidents supplémentaires. Un événement international important.
Pour anticiper ce nouveau défi stratégique et essayer de rendre la ville plus durable qu'elle ne l'est aujourd'hui, les autorités émiraties ont mis en place le plan Dubaï 2040. Une nouvelle doctrine édictant les règles d'urbanisme pour le futur de la cité émiratie. Et cette nouvelle feuille de route a donné des idées à certains cabinets d'architectes pour proposer leur vision du futur à... C'est ainsi que l'agence ZN Aerospace, qui n'en est pas à sa première proposition grandiloquente, a imaginé un concept tout à fait novateur, baptisé Downtown Circle. Les voici, les villes. Fini les immenses 15 tours minutes. verticales qui font la skyline de Dubaï, l'agence d'architecture a voulu complètement retourner le modèle, en proposant un gratte-ciel à l'horizontale. Un défi complètement fou et révolutionnaire qui pourrait bien changer radicalement le visage de la ville. Le Downtown Circle, tel que voulu par les architectes, ne serait pas au niveau du sol, mais bel et bien perché à plus de 550 mètres de haut. D'une circonférence de 3 km, il doit passer la bague au doigt du bâtiment le plus emblématique de la ville, à savoir la tour Burj Khalifa. C'est lui, le grand Un phallus. pic de 828 mètres de haut, qui n'est ni plus ni moins que la plus haute structure humaine jamais 800. construite. 828 mètres de haut. J'ai dit presque 1 kilomètre tantôt, là, mais quand même, 828 mètres. Pourquoi? Expliquez-moi. Depuis plus de 20 ans déjà, Dubaï rêve de vivre dans les cieux, et nous l'illustre encore une nouvelle fois avec Pourquoi des projets toujours plus grands? Pourquoi toujours plus hauts? La luxure. Ces projets de ville du futur à 15 minutes sont peut-être possibles dans des populations comme en Arabie Saoudite, en Chine, où il y a ces possibilités avec les dictateurs en place quand ils décident, ils mettent la ville à terre, puis ils en reconstruisent une belle ville du futur. C'est Smart City, c'est méga ville 15 minutes, le petit quart d'heure à pied, t'as fait le tour de ton anneau. Là-dedans, t'as tout, t'as absolument tout. T'as cette vie que tu pourras jamais t'offrir de toute façon. Fait qu'il y a seulement qu'une petite partie de la population, peut-être les 500 millions, les 500 millions d'êtres humains qui veulent permettre, les autres sont inutiles, soit tu es esclave ou tu débarrasses. Mais avec toutes ces belles villes, c'est possible. Hein? Regardez-moi la structure, l'ingénierie. Ça va être avec des systèmes d'aération parce qu'on est en plein désert. Fait chaud, c'est humide, c'est poussiéreux. Avec toute une population comme ça qui va être autour, ça va... C'est impossible d'y respirer, donc c'est ventilé artificiellement. Tu vis entièrement toujours sous un dôme. Tu ne vois très rarement la lumière du jour. Puis tu as juste à te déplacer, puis tu as absolument tout ce qu'il te faut. Des villes futuristes qui sont imaginées par des psychopathes. C'est toutes des gens avares de pouvoir. C'est toutes des populations qui sont en ce moment des populations qui sont sous des monarchies. Ces princes-là sont extrêmement puissants, riches, et ils ont fait leur argent avec une exploitation grave de nos sols souterrains, de la terre, et ils en ont fait des riches, toujours plus riches, et maintenant ils se payent leur belle ville, leur beau phallus, en leur image, ou en l'honneur de leur grand « j'ai rien fait dans la vie, je suis juste riche parce que mon père l'a été », ou alors « j'ai vraiment bien fourré mon monde pour être aussi riche, aussi puissant ». On est rendu à derrière mon ces 4 préféré. lettres se cache l'écoute. en réalité une ambition titanesque, visant ni plus ni moins à réaliser ce qu'aucun autre n'a osé entreprendre à ce jour. La construction ex nihilo d'une immense mégapole futuriste en plein milieu du désert saoudien. L'étymologie du mot néom n'est d'ailleurs pas sans rappeler cette ambition, puisqu'il reprend le mot grec néo, qui signifie nouveau, et la première lettre du mot arabe mostaqbal, qui signifie avenir.
L'avenir. Et pour cette nouvelle cité radieuse, rien ne semble trop beau, ni trop grand. Car la mégapole s'étendra au nord-ouest du pays, nichée entre le golfe d'Aqaba, la mer Rouge et la Jordanie, sur plus de 26 500 km². Une nouvelle ville. Une immense superficie, équivalente à 250 fois la taille de Paris, ou d'un pays entier comme la Belgique. Wow. Un immense terrain de jeu, aujourd'hui recouvert de sable, où doivent éclore plusieurs villes révolutionnaires. C'est le cas d'Oxagon, qui ambitionne de devenir la plus grande structure flottante du monde. Une ville flottante. Un hexagone de 7 km de diamètre, qui sortira des eaux près des rives de la mer Rouge, et devant héberger à l'horizon 2030 près de 90 000 habitants. Si pour l'instant Oxagon n'est visiblement qu'un plan 3D, il doit devenir le port nouvelle génération de Neom, avec une chaîne d'approvisionnement entièrement automatisée, et devrait profiter de sa proximité avec le canal de Suez pour se connecter au reste du globe et devenir ainsi une nouvelle plaque tournante du commerce maritime et de l'innovation technologique. Plus, consommer plus. Ça en prend toujours plus et ça les rend toujours plus riches. Toujours les mêmes qui Le s'enrichissent. second projet de Neom, plus vertigineux encore, est celui qu'on appelle The Line. Présenté sous un jour nouveau, fin juillet 2022, cette immense cité linéaire est au cœur du projet Neom et se composera de 2 immenses gratte-ciel parallèles de 500 mètres de haut, 200 mètres de large, et ce, sur près de 170 km. Vous comprenez? Deux immenses gratte-ciel. Donc, c'est des murs grands, plus grands que la tour Eiffel. Donc, des murs de 400 mètres de haut, 2 immenses murs qui se prolongent sur 170 km et ce, en plein désert. De long. Aussi fou que cela puisse paraître, cette gigantesque ville murale sera pourtant invisible depuis le sol. La raison étant que ces murs seront entièrement recouverts de miroirs pour ne pas impacter le paysage naturel de la région. Il va faire chaud, me semble. Un gigantesque mirage qui, vu du ciel, prendra la forme d'un trait complètement surréaliste, s'étirant de la mer Rouge jusqu'au massif montagneux du Hedjaz. Traversant le désert. Dans ces immenses structures en forme de U se concentrera toute la vie des habitants. Ils auront accès à tous les besoins nécessaires à la vie quotidienne, et ce, en moins de 5 minutes, selon les porteurs du projet. La ville en moins de 5 minutes. Avec cette immense Wow. ligne de verre, l'Arabie Saoudite veut révolutionner nos modes de vie citadins. Wow, Fini je les le interminables veux. trajets en Regarde voiture ou comment en qu'elle a- transport en commun. Tout sera accessible grâce à une architecture pensée en module. Hey, regardez l'architecture, ça représente, les bandes grises représentent les murs, les immenses murs. À l'intérieur vont se greffer, mais en bas, un peu comme à l'image de la ville qu'on a vue tout à l'heure en Chine, qui était à Hong Kong, pardon, avec des millions d'habitants et ils voyaient jamais la lumière du soleil. Ben, t'as des murs de 400 mètres de haut, t'habites entre 2 murs comme ça. Wow! J'ose même pas m'imaginer comment ça doit être. Et c'est ce qu'il propose. Exemptés de routes, de voitures et d'émissions carbone. Incroyable. Ah, le zéro carbone! Lieu de Le voilà, je l'avais pas encore vu passer. Oubliez pas qu'il faut voir des mots. Crise climatique, changement climatique, zéro carbone, l'agenda 2030. Toutes ces belles grandes villes seront prêtes, maîtres, pour l'arrivée de leur règne à ces consommateurs. Et c'est fou, là, ça se passe comme dans l'alléchant, hein? On a envie d'y aller, c'est luxuriant, c'est simple, c'est pas compliqué. Mais travail et d'habitation, terrains de sport ou centres commerciaux seront autant d'éléments qui seront rationalisés pour permettre une optimisation de la vie des habitants. Ces modules, ainsi assemblés, formeront des compartiments qui seront reproduits tout le long de cette cité linéaire. regardez, une ville, une autre ville, Finalement, The Line Une est un peu autre comme un ville. hommage moderne à la notion d'unité d'habitation ou de village vertical, imaginée dès les années 1920 par Le Corbusier, qui souhaitait alors émanciper l'homme de l'usage de la voiture et minimiser les temps de transport, en incluant toutes les fonctions liées au travail, à l'habitat et au loisir au sein d'un même immeuble.
Le Corbusier, ah, intéressant. Donc, un peu à l'image de Malthus, un homme a eu dans les années 20 cette idée de rendre l'homme autonome de l'automobile. C'est sûr qu'il y avait des bonnes idées. C'est magnifique. Mais c'est surtout, en tant que franc-maçon, qui est sorti de sa petite idée, une façon de se trouver du matériel, des ouvriers bon marché, pas loin d'où est-ce qu'ils travaillent. On va leur offrir un peu tout. C'était un peu les idées d'esclavagisme moderne qu'apportait Le Corbusier dans les années 20. Comme en témoigne la fameuse cité radieuse à Marseille, ou l'unité d'habitation de Firminy, dans le département de la Loire. Les rendus actuels dévoilent aussi des toits végétalisés où les futurs habitants pourront se prélasser tout en profitant du spectacle fascinant et perpétuel offert par l'immensité du désert. Magnifique, hein? À Regardez. terme, cette nouvelle façon de penser la ville devrait accueillir jusqu'à 9 millions de personnes. 9 millions de personnes qui n'ont plus de Une soleil. immense population qui ne provoquerait pourtant pas un développement anarchique de l'urbanisme qui paralyse aujourd'hui de nombreuses villes. C'est pas la façon de faire. En effet, avec son concept d'urbanisme à gravité zéro, caractérisé par une accessibilité immédiate aux aménités, une verticalité À 5 minutes des voisins et 5 et une minutes compacité de tout. poussée à l'extrême, la mégapole miroir, comme on la surnomme déjà, optimisera l'espace d'une façon sans précédent. En effet, elle limitera significativement l'emprise au sol, puisqu'elle s'étendra sur seulement 34 km², soit 3 fois moins que Paris intramuros. The Line deviendrait alors, et de loin, la ville la plus densément peuplée du monde, avec près de 265 000 habitants au kilomètre carré. Aïe, aïe, aïe. En guise d'illustration, voyez par exemple à quoi ressemblerait Manhattan avec ce type d'urbanisme. Avec 2 murs, des prisons, des gens embarricadés, ne voyant plus le soleil. Une ambition d'ailleurs affichée comme un exemple de ce à quoi la ville du futur devrait ressembler. Selon le prince et président du conseil d'administration de Neom, The Line est une solution nouvelle qui doit révolutionner notre façon de penser la ville en valorisant la verticalité et la faible empreinte au sol afin d'empiéter le moins possible sur la nature environnante. OK. Il n'empiètrera pas sur la nature dans ce beau projet, mais les hommes, les enfants qui y vivront ne posséderont rien, mais seront heureux. Vous le comprenez, le truc du Great Reset? Le monde de ces méga-villes, on l'a compris. C'est toujours des méga-projets, des gens qui possèdent énormément d'argent, qui possèdent des monarchies, qui possèdent le pouvoir absolu, des dictatures socialistes de tous les genres. Donc, la population, ils en ont rien à foutre. Ça, c'est clair. La nature non plus. Laissez pas ces grands dirigeants vous faire croire qu'ils s'intéressent vraiment à la nature, parce que s'ils s'y intéressaient, ils feraient pas des choses comme ça. C'est complètement stupide. J'ai été chercher le reportage de monsieur, ah zut, j'ai oublié son nom, je l'ai mis dans les liens. C'est un géologue, c'est un spécialiste du terrain, des grandes constructions, et il va nous donner son opinion sur, justement, The Line. C'est très intéressant. Un fantasme d'architecte et d'urbaniste. Qui va être maître de l'eau? Cette utopie va se révéler être une dystopie. Je suis Alain Musset, je suis géographe, spécialiste des mondes urbains, d'abord en Amérique latine, et puis maintenant de plus en plus mondes urbains dans la science-fiction. Mon institution, c'est l'Institut universitaire de France. The Line, c'est un grand projet. C'est un projet urbain, c'est même qualifié parfois de projet de civilisation, et c'est le projet chéri du prince héritier d'Arabie Saoudite, puisqu'il veut se placer dans une perspective vers 2030. L'idée, c'est de construire donc une ligne qui va être hyper moderne, qui va être intelligente, qui va être écologique, et qui va réunir, on annonce 1 million d'habitants, qui devrait attirer chaque année à peu près 5 millions de touristes. C'est un projet pour changer l'image de l'Arabie et pour la faire entrer, je veux dire, même pas dans le 21e siècle, de la faire entrer dans le 22e siècle. Et c'est pour ça que c'est si important pour ce personnage qui est très controversé,
qui est le prince. Un bébé gâté. Je veux mon train. Je veux mon train. Je veux le plus grand train du monde, dit le bébé gâté. Ce prince est ignoble, mal élevé, ses êtres riches, et il veut être le plus gros. Ils savent qu'ils ont des mégavilles à construire, tous sur le même beau langage, le Great Reset, the Globe and Goal. Dans toutes les écoles, dans toutes les sphères de votre vie, ils veulent du contrôle. Mais ces mégavilles sont un paradis du contrôle. Et comme Judith l'écrivait tout à l'heure, ces riches sont pour l'élite les plus riches. Excusez, je l'ai juste continué lui. Héritier d'Arabie Saoudite. And every advancement made in NEOM will be shared with the world, so we can make water flow forever. We can Pardon, make water flow on est dans le désert. forever. Ce qui est dit, c'est que l'eau va nous manquer à toutes et à tous. Eh Alors oui. la solution, ça va être la solution technique. On va faire de la désalinisation, on va réutiliser l'eau qui a été déjà une première fois utilisée pour la rendre consommable Oh my God. encore presque à l'infini. Le problème, il est ailleurs. Qui va être maître de l'eau? Bien sûr. Oh, quelle question intéressante. On n'est pas au Québec, là. On est en Arabie Saoudite. On est en plein désert. On ne possède que très peu d'eau potable. Qui sera le maître de l'eau? Bien sûr, il va y avoir de l'eau pour tout le monde. Bien sûr, on va partager. Mais à partir du moment où ce sont les techniciens qui vont dominer l'eau, ce sont les politiques qui dominent les techniciens. Et donc, comment va se faire le partage? Il y a des Tellement facile à voir où est-ce qu'ils s'en vont avec l'eau grosse. Qui? Les riches vont financer les systèmes d'eau pour être les rois de l'eau. villes, aujourd'hui, et c'est arrivé en Afrique du Sud, on dit il nous reste de l'eau jusqu'à 3 mois. Après, il n'y en aura plus. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, il faut rationner. Je peux vous rassurer, c'est toujours les mêmes qui sont rationnés. Donc, on nous dit, là, regardez, c'est très très bien, on va distribuer, on va créer de l'eau en claquant des doigts, mais en créant de l'eau, on crée de la dépendance. On a Mad Max Fury Road, Parce que l'eau, c'est nécessaire. où on voit que Se priver d'un téléphone cellulaire, se priver des dernières chaussures à la mode, ça peut aller, vous allez être capable. Mais le jour où ils posséderont l'eau, celle-là, vous aurez un petit peu plus de misère à vous en passer. comment l'eau va assujettir des peuples entiers. Celui qui peut distribuer de l'eau va devenir comme un dieu. Et ma foi, c'est Exactement. peut-être une des ambitions des maîtres de l'Aïn. La publicité, le marketing, la musique qui accompagne, rien n'est mis au hasard. Ah, magnifique. Vous auriez envie de vivre là-dedans, vous? Pas moi. Et pourtant, ce sont nos villes actuelles, mais les villes actuelles qui sont très largement fantasmées. C'est, par exemple, dans la science-fiction, tout un courant qui est anti-urbain. Et l'anti-urbanisme, ce qu'on a appelé l'urbanophobie, on va la retrouver ici. J'ai presque l'impression, en voyant ça, de me retrouver dans la métropolis de Fritz Lang. Donc, on est en 1920-1921. Imaginé par De Corbusier. Donc, c'était un monde fou des années 20 qui s'imaginait un futur avec plus de possibilités de plus faire d'argent. Ils sont en train d'y arriver au détriment de la terre, c'est clair. Avec ces immeubles qui étouffent tout, et surtout les classes sociales inférieures, les ouvriers et autres qui vivent dans le sous-sol, qui ne voient jamais le soleil, là, qu'on va... C'est un film des années 20. C'est exactement ce qu'ils sont en train de reproduire. Retrouver encore une fois dans d'autres grands classiques. Coruscant, la capitale de l'Empire galactique et dans Star Wars, eh bien au fond de Coruscant, puisque les gratte-ciels font plusieurs kilomètres de haut, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de lumière, tout est artificiel. Et là, on est dans la ville de béton, on mange du béton, on bouffe du béton, on vit et on meurt dans le béton. C'est Ghost in the Shell, par exemple aussi, je veux dire, cette ville de l'avenir, d'un avenir proche,
Je dirais, elle est terrible, elle fait vraiment pas envie. Voilà, il faut trouver une solution. Et la solution, on va la trouver en sautant, comme cette jeune fille, dans une sorte de paradis terrestre. Ce paradis terrestre, c'est quoi? Eh bien, c'est The Line. C'est Pour The échapper à Line. l'horreur, allons dans The Line. Ah! Ça donne envie. Exactement. Pour répondre à Voilà, ça y est, l'imaginaire. on a la solution. Je veux dire, on a la ville nature, une archéologie. Archéologie, c'est-à-dire architecture et écologie. Il n'y a pas l'architecture destructrice de l'environnement de l'autre et l'écologie qu'il faut préserver. On va construire des bâtiments écologiques Ben où oui. il va y avoir des arbres, des cascades. On voit Wow. ces superbes cascades qui débordent de tous les côtés. Et c'est quelque chose qui, évidemment, a beaucoup plu à la science-fiction. On se croirait là dans Skyscraper avec Dwayne Johnson, The Rock. On a exactement les mêmes paysages. On a des Pareil, jardins, on a comme des la- cascades, on a même des rivières. C'est un monde en soi qui va effectivement réconcilier la création des humains avec la création du monde. Et sans les médias, on n'y arriverait pas. Le divertissement, le cinéma, la publicité, j'en parle dans plusieurs. C'est un message constant que les médias sont là pour servir ces idées. Vous les amenez sous forme de belles publicités. Donnez le goût à ce nouveau-là, malgré les horreurs que ça consiste au niveau écologique. Et voilà, on arrive sur la terrasse. Elle me rappelle quelque chose. Dans Altered Carbon, il y a Suntouch House, qui est une de ces bâtiments gigantesques, qui est aussi une archéologie, évidemment. Et au sommet, on a exactement les mêmes paysages. On dirait qu'ils ont carrément piqué les idées. Le cinéma est un moyen de l'élite de communiquer leurs intentions. J'aurai un spécial concernant ces séries juste sur Netflix, qui est mon mode d'étude en ce moment. Tout ce qu'il nous montre, tout est dit, tout est décrit, dépeint, et c'est copié directement de ces idées qui datent des années 20. Des années 20 qu'ils ont mis ça en place. Et là, c'est les plus riches, les plus corrompus qui ont les moyens de se les offrir. C'est carrément ça. Sur la série des science-fiction. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir les gens qui sont là. À Suntouch House, ce sont les plus riches. Les plus pauvres, ils sont en bas. Ils vivent en dessous des nuages, ils vivent dans la pauvreté et dans le brouillard, la nuit permanente. Donc, il y a derrière le message des petites choses à décrypter, comme on va voir. De nouvelles merveilles. Alors là, c'est la référence aux merveilles du monde. aux sept merveilles du monde antique. On va créer une nouvelle merveille, et bien entendu, ça va être ce qu'on appelle la ville intelligente. Parce que pour que tout ça fonctionne, il faut plus que des êtres humains. Il faut des intelligences artificielles. Sauf que le paradis technologique a un certain nombre de problèmes. Que se passe-t-il si ça se dérègle? Qui peut vivre là? C'est le flicage absolu et permanent. C'est ça qu'on nous annonce, c'est ça qu'on nous présente. Je suis pas... Méga ville, méga contrôle, oubliez-le pas. C'est bien plus facile d'avoir un œil sur tout le monde. Big Brother, il triple là, dans ces projets-là. Et c'est vraiment des idées qui sont mises en place par le gars qui est très, 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 très riche, qui veut que le sien soit plus gros que l'autre. Certain que ce soit réellement le paradis terrestre. Alors la question que tout le monde se pose, bien évidemment, c'est The Line. C'est l'utopie ou c'est une dystopie? On a effectivement une petite merveille, on l'a dit, une sorte de paradis sur Terre, mais derrière, il y a toutes les implications sociales, politiques, économiques, culturelles, qui font que, en fait, un projet de ce type-là ne fait que élargir la fracture entre les plus aisés et les autres. Cette utopie, comme à peu près toutes les utopies,
va se révéler être une dystopie. Donc je crois qu'on peut, plutôt C'est que de ce qu'ils chercher veulent. l'utopie ou la dystopie, essayer de trouver une autre voie. Là, on aurait peut-être une utopie à réaliser. Celui d'un Bien sûr qu'il y a d'autres voies. Bien sûr qu'il y a d'autres technologies. C'est clair que c'est possible. Mais on part d'une idéologie qui vient d'un siècle derrière. Ces gens derrière Malthus qui disait le plan de dépopulation qui devait être mis en place parce que la population deviendrait plus nombreuse que les ressources, alors qu'il n'en savait rien, ce Malthus. C'était un abruti. Mais les gens ont vu la possibilité. L'élite a vu cette peur. Les Rockefeller, les plus riches de ce monde, les familles Rothschild, qui sont les nouveaux monarques, ont pris possession de cette idéologie pour faire peur aux populations, car c'est eux et seulement eux qui désirent apporter les solutions. Toutes les autres solutions sont éliminées. Concernant les richesses de l'Arabie saoudite, qui vient du pétrole, l'or noir de la planète, ça fait longtemps qu'on pouvait remplacer ceci pour empêcher que cela vide la planète pour que ces riches soient aussi riches que ça. Ça fait longtemps qu'on peut changer toutes sortes de structures pour protéger nos rives, parce que bien sûr que le problème est là. L'être humain s'est approché, l'être humain a envahi tout ce qui est bord de l'eau. Tout ce qui est bord de l'eau de la nature est en souffrance. Il y a des technologies, on peut récupérer tout ça. On peut le vivre autrement puis le faire mieux. C'est clair que ces riches des années 20 ont inventé ces idées, ont concocté avoir moins de monde pour pouvoir mieux les surveiller, mieux les mettre dociles et soumis à ce que nous voulons et ce qu'ils veulent. C'est des esclaves, du cheap labor, du monde pas cher pour faire leurs projets, pour leur servir. Parce que pour remplir ces grandes villes-là qui vont leur appartenir, ça va en prendre quand même des millions d'êtres humains. C'est des immenses villes. On va aller voir un petit spécial, la dernière et non la moindre, le cube. cube géant de 400 mètres de haut qui doit venir s'implanter en plein cœur de Riyad, la capitale du royaume. Quelle drôle d'idée. Depuis quelques mois, l'actualité est on ne peut plus brûlante au Moyen-Orient. Je prends ce la soit peine aux de dire que le channel de Looking For, pour le trouver facilement, j'ai laissé aussi son lien pour que vous puissiez, s'il y a un sujet particulier que vous aimeriez continuer, les ouvrages, les gratte-ciels, les villes souterraines, les villes sous-marines, tout y passe. Il est passionné, ça se voit, son travail est très bien fait. Alors, Looking For, sur ma description, vous avez bien sûr les coordonnées. Émirats Et Arabes Unis. aussi du géologue qui vient de nous parler, j'ai mis l'entrevue, son reportage exclusif, bien sûr, dans les documents, dans les descriptions, et je vais le mettre aussi dans le chat. Continuez vos partages, on est ensemble, c'est intéressant, on en apprend, et ça va être à nous de trouver ces solutions pour le faire autrement et de se mettre ensemble pour dire non à ce projet. Nous, Montréal s'en vient en 2024, et évidemment, Avec le concept proposé je reviens d'un dans pas donut long. géant de 550 mètres autour du Burj Khalifa, au plus spécialement en Arabie Saoudite, avec la plantation de près de 10 milliards d'arbres et la construction d'une immense mégapole futuriste baptisée Neom. Les projets toujours plus spectaculaires ne cessent de se multiplier, rivalisant de superlatifs à chaque nouvelle annonce. À Et chaque maintenant, nouveau prince. c'est au tour de la capitale saoudienne de subir une nouvelle transformation qui, vous allez le voir, est à la hauteur des ambitions du royaume. Un autre débile. Un autre complètement Ce débile. jeudi 16 février 2023, le ministère saoudien des Affaires étrangères a confirmé officiellement le lancement de la construction de New Murabba. Un chantier titanesque de plus, impulsé par le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman, et visant à créer un nouveau centre urbain ultra-futuriste pour la ville de Riyad. Un projet pharaonique qui s'inscrit tout comme Neom dans le cadre du plan Vision 2030. La nouvelle feuille de Le plan Vision 2030. Hein? Il y a des gens qui sont morts pour ça, pour dénoncer l'agenda 2030, le plan mondial 2030. Hein? Il y a des gens qui sont morts pour ça. Avez-vous vu la forme cubique qu'ils ont choisie? Encore une fois, c'est
route du gouvernement prince. saoudien qui doit guider le royaume dans son objectif de développement durable et d'émancipation vis-à-vis de sa dépendance à l'or noir. Il doit guider son peuple. Prévu d'être construit au nord-ouest de la capitale, Wow. le quartier New Moraba est décrit comme le nouveau visage de Riyad et sera construit autour d'un incroyable cube géant qui sera l'une des plus grandes structures humaines jamais construites. Mon mien, il est plus gros que le tien. Hein? C'est pas raisonnable. Imaginez-vous le côté sombre de cette building qui va mesurer 400 mètres de hauteur. La quantité d'ombre qu'il va produire. Juste ça, moi, c'est des détails auxquels je pense. Je suis plus une fille de bois, je l'avoue. Et on m'offrirait ça. Non, je prendrais ma cabane, puis je prendrais mon... Non. Je suis bien contente d'être au Québec. D'ailleurs, côté politique, au Québec, c'est pas possible, ces grandes constructions-là. On a de la misère à construire des viaducs qui tiennent. Ici, au Québec, là, on a on a des imbéciles, des cons et des incompétents qui n'y arrivent même pas avec leur système informatique pour la SAC, qui est un système informatique qui avait déjà testé, qui marchait déjà pas, puis d'imbécilité et d'incompétence, par-dessus imbécilité. Tout le système, du bas jusqu'en haut, a été mis au courant que le système de la SAC ne fonctionnait pas. C'est des méchants débiles comme Éric Kerr, des colons qui prennent des décisions comme des incompétents qu'ils sont, qui ont dit « Ah ouais, on y va, on le fait. » Pensez-vous vraiment qu'on est prêt au Québec à avoir une méga-ville? On n'a pas la structure, en tout cas. On n'a pas de monarchie, pas tout à fait acceptée dans des mesures sanitaires où là, il était dictateur, monarque, totalitariste, à côté. Il y a eu des circonstances. Mais eux, la Chine, l'Asie du Sud, Hong Kong, l'Arabie Saoudite et plusieurs pays d'Afrique, le nord de l'Afrique, là, ont ces richesses, ont aussi des esclaves, des Africains, des Indiens et, on l'a vu dans la crise actuelle, maintenant c'est parmi les Chinois qu'on va chercher les esclaves. Pour construire vite ces villes, nous voyez-vous encore partir des infrastructures de ce genre, comme la tour en forme de beigne, pour y mettre sa belle petite ville 15 minutes. C'est Valérie Plante qui est à la tête du Forum économique mondial parmi les jeunes leaders. C'est elle qui doit s'occuper de toutes ces mères. C'est responsable de ce méga projet qui veut implanter des méga-villes, des villes 15 minutes, des villes dans la nature où il n'y aura plus d'auto, des villes où tu n'auras pas le droit de sortir de la ville, des villes sous complète contrôle. C'est Valérie Plante qui travaille avec Klaus Schwab et le Forum économique mondial qui veut donner plus de pouvoir aux municipalités pour que se crée ce genre de projet-là partout dans le monde. Mais ici, là, Valérie, là, tu fais dur avec ton petit projet 2024, Côte-Saint-Luc, c'est juif à côté. Évidemment que tu vas probablement être backé par le bon monde pour que ça se produise. Ça pouvait pas se produire ailleurs sur l'île de Montréal. Hein. Mais par contre, tu n'as pas les infrastructures, tu n'auras jamais t'as des ingénieurs incompétents, des tunnels qui sont finis raides, le pont de Québec qui a été déclaré bien correct parce qu'il y a des câbles qui sont sur le bord de lâcher, mais s'il y en a 3-4 qui lâchent d'un coup, vous voyez ce que ça détruit le pont. Donc, ils se questionnent en ce moment sur le pont de Québec. Mais pourquoi c'est possible? Parce que c'est le même colon qui a dit que les viaducs sur du Souvenir à Laval étaient bien sécuritaires. On le sait, c'est qui la corruption qui a construit ça. On le sait que la mafia possède toutes cette magouille dans
dans le domaine de la construction, vous la savez, le comité qui a été... Ici, on met des comités. Ah oui, c'est vrai. Il y a un salaud qui se fait de l'argent, qui met la vie des gens en danger, qui scrape les projets. Ça tue du monde au bout du compte, là. Ben lui, il est promu dans un autre quartier. Il va faire un autre job dans un autre ministère. Ben cet incompétent-là qui a tué une petite femme à Laval, c'est lui qui est allé dire que le pont de Québec était bien correct. Fait que monde de Québec, là, surveillez vos ministres et vos responsables de la sécurité dans votre gouvernement. Parce qu'ici, on n'est pas comme en Arabie Saoudite. Il n'y a pas des milliardaires qui s'achètent tout ce qu'ils veulent puis qui obtiennent tout ce qu'ils veulent. On a des gouvernements avec de l'incompétence et de la corruption. On mène rien à terme. Le tunnel Hippolyte Lafontaine en a pour 3 ans, peut-être 5 ans, à être un chaos total. C'est rien qui nous garantit que ça va être pour du long terme. Ils se graissent les poches pendant ce temps-là parce qu'ils sont toujours en train de reconstruire. Fait que le projet des 15 minutes au Québec, j'ai hâte de voir ça en s'il vous plaît. Mais là, on est dans... Les chiffres annoncés pour cette vaste opération d'aménagement donnent littéralement le vertige. En effet, cette nouvelle entité urbaine comptera plus de 104 000 nouveaux logements, 9 000 chambres d'hôtel, mais aussi 980 000 mètres carrés de commerce en tout genre, ou encore 1,4 million de mètres carrés de bureaux et 620 000 mètres carrés dédiés aux loisirs. À terme, ce nouveau quartier doit accueillir des centaines de milliers d'habitants qui auront accès à toutes les aménités de la vie quotidienne en moins de 15 minutes. La communication saoudienne évoque également le concept de durabilité urbaine avec la création d'espaces verts ou encore de pistes cyclables et pédestres qui amélioreront la qualité de vie en accord avec les principes du plan Vision 2030. En résumé, New Moraba, qui signifie le nouveau carré en arabe, doit devenir ni plus ni moins que le plus grand centre-ville moderne et futuriste du monde. Il devra s'étendre sur 19 km², soit presque 1/5 de la superficie de Paris intramuros. Et comme aime le faire l'Arabie Saoudite, cette nouvelle centralité urbaine sera en prime accompagnée d'un édifice cubique aux proportions invraisemblables, le Moukab. Un bâtiment spectaculaire, sorti tout droit d'un film de science-fiction et dont le volume est tellement gigantesque qu'il pourrait contenir en son sein 20 gratte-ciel de la taille de l'Empire State Building. En effet, la pièce maîtresse de ce nouveau quartier est conçue pour mesurer 400 mètres de hauteur, mais également en largeur et en longueur, venant ainsi redéfinir en profondeur la skyline de Riyad. Avec de telles dimensions, il deviendra au passage le plus haut bâtiment de la capitale, détrônant les 385 mètres du plus haut gratte-ciel du quartier financier du roi Abdallah. Et se placera en deuxième position dans le royaume, derrière les murs géants de la ligne, qui doivent atteindre les 500 mètres de haut. Fou! Un volume impressionnant et complètement démesuré, à l'intérieur duquel se trouveront 2 millions de mètres carrés de boutiques, mais également 80 lieux de divertissement, d'art et de culture, dont une université de technologie et de design, des théâtres, salles de concert, galeries d'art ou encore un musée emblématique, avec l'objectif ambitieux d'attirer les touristes du monde entier. Comme pour The Line, l'annonce a été accompagnée d'une vidéo aux accents futuristes et même fantastiques, à la croisée d'un épisode de Game of Thrones et du dernier Avatar de James Cameron. C'est fou! L'objectif affiché est ici de proposer une expérience immersive inédite et de révolutionner les modes de consommation. Donnez-leur du pain et des jeux. Vous ne posséderez rien, mais vous serez heureux. Après cet effondrement, ces guerres qu'ils sont en train de faire, cet effondrement économique qu'ils sont en train de créer, ils vont être heureux d'arriver avec leurs solutions. Ils proposent, ils fabriquent le chaos pour arriver avec la solution. C'est les solutions qu'ils veulent proposer au monde de demain, après l'effondrement, après le chaos. Il y en a plusieurs qui choisiront d'être esclaves. Esclaves, mais heureux et En divertis. effet, à l'intérieur du cube, une immense tour en forme de spirale doit venir s'insérer sous un immense dôme. On n'en Une veut sorte de pas. Truman Show revisité, avec un écran géant qui projettera un environnement holographique et modulable à souhait, afin de proposer un spectacle visuel saisissant aux visiteurs de ce centre commercial, nouvelle génération. En effet, la vidéo de présentation parle surtout de restaurants et d'une expérience d'achat complètement réinventée.
En tout cas, la communication saoudienne affirme son ambition de faire de cet immense cube la première destination immersive et expérientielle du monde, avec un slogan affiché, le Mukaab est une passerelle vers un autre monde, en plus de devenir la nouvelle icône culturelle mondiale de la capitale saoudienne. Et voilà. Aujourd'hui, les villes 15 minutes. Sont malades, sont fous, sont obsédés par le pouvoir et le contrôle. C'est clairement ce qu'on a vu. C'est clairement ce qui se dépeint. Et c'est de eux qu'on n'acceptera rien. Cette élite, ces oligarches qui décident tout, qui se font imprimer de l'argent puis qui se partagent entre eux. Ces gens qui ont exploité le pétrole, le biochimique, tous ces gens qui sont devenus des milliardaires, qui aujourd'hui sont une poignée de main, qui prennent ces décisions, qui vont toucher à tellement de la population. On l'a vu, ces villes complètement détruites en un claquement de doigts parce que le dictateur en place, le dirigeant, le colonel, le prince, le monarque ou le premier ministre a décidé que ce serait mieux pour la population. Ça vous fait pas penser à une certaine campagne d'injection de produits expérimentaux qui vous ont obligé pour le bien de la population? C'est pas le bien de la population que ces gens le voient, que ces gens le veulent. C'est vraiment des places pour l'élite, pour recevoir leurs amis. Parce que ces villes-là sont loin de nous. Mais la pensée qu'il y a derrière les villes, c'est aussi au Québec. C'est comme ça qu'ils pensent nos dirigeants. Peut-être que ce sera la solution, hein? Il est possible de le faire autrement. Il est possible. On va leur montrer, on va s'objecter, on va montrer que c'est pas des humains normaux comme nous qui vont aller vivre dans ces cages à poules, comme dirait ma mère. Laissez-nous au moins le soleil, le ciel bleu. Alors, je vous laisse là-dessus. Je vous ai suffisamment retenu. Écoutez-le par petits bouts, partagez-le et allez voir les contenus intégraux. Je les ai laissés dans la description et je vais les déposer ici dans le chat pour que vous puissiez aller aussi. Si le sujet vous a aussi intéressé que moi, vous pourrez continuer les écoutes. Donc, je vous laisse sur ce beau petit vidéo et je vous dis à bientôt pour une